Bonjour, vous êtes sur Réflexion Santé Naturopathique, la chaîne qui aide à comprendre les mécanismes de la santé et qui pose des réflexions sur des thèmes de santé qu'on essaye d'approfondir au-delà des lieux communs et qui permet aussi de comprendre l'origine de nos symptômes et maladies à travers une approche globale, tout en s'appuyant sur des connaissances donc scientifiques modernes, mais aussi dans le respect des principes du vitalisme et de la tradition médicale ancestrale, et aussi bien sûr sur mes 30 ans d'expérience dans le domaine de la naturopathie. Je suis Jean-Brice Tivan, je dirige la formation Alsace Naturopathie depuis 20 ans, formation accessible à tous avec un cursus ou stage à la carte en fonction de vos besoins. Retrouvez donc toutes nos informations sur alsacenaturo.com. Aujourd'hui, vous allez assister à une conférence témoignage, une très belle conférence, très avant-gardiste, sur le thème de l'hypothyroïdie. Alors que vous soyez concerné directement ou pas, un médecin, naturopathe, personne atteinte de troubles de la thyroïde ou praticien de santé, etc., cette conférence vous concerne, nous concerne tous, puisque c'est un organe central du métabolisme qui va être abordé ici, donc la thyroïde, et de nombreux symptômes sont associés à cet organe lorsqu'il est, entre guillemets, déficient. Je parle ici de frilosité, d'une certaine fatigue, de surpoids, d'œdème, de troubles digestifs, donc de la constipation en particulier, de l'hypotension, de la dépression, enfin, etc. Il y a énormément de symptômes autour de cet organe. D'ailleurs, très mal diagnostiqué aujourd'hui, la thyroïde ne fait pas l'objet d'une attention suffisante dans la médecine, et alors que des solutions réelles existent. Quand je parle de solutions, je parle de solutions réelles de guérison. Je parle pour l'hypothyroïdie en particulier, comme vous allez pouvoir le constater à travers ce témoignage. Alors, petite précision sur la conférencière, il s'agit d'Hélène Bordaille. Elle est ancienne médecin anesthésiste. Je dis ancienne parce qu'après plus de 15 ans de pratique, elle a choisi de démissionner de l'ordre des médecins en 2021 suite à son désaccord avec le système médical et ce qu'elle observait donc au quotidien dans la médecine, un travail en milieu hospitalier, une médecine qu'elle trouve déshumanisée, qui ne s'intéresse qu'aux symptômes et à la rentabilité. Voilà, donc je souligne son choix courageux et cohérent par rapport à ses conceptions. Elle a choisi aujourd'hui de devenir donc praticienne de santé naturopathe et thérapeute en décodage biologique et elle est en fin de cursus voilà, dans la formation de la scène de naturopathie que je dirige. Elle va vous exposer ici son cheminement vers une guérison de son hypothyroïdie en vous offrant des solutions concrètes qui relèvent à la fois, vous verrez, du domaine médical pur, de la naturopathie, mais aussi de l'aspect psycho-émotionnel, de la libération d'un conflit transgénérationnel qui l'a aidé à ne plus prendre de médicaments aujourd'hui. Elle conseille aujourd'hui des personnes autour des problèmes de la thyroïde, de l'hypothyroïdie en particulier, personnes qu'elle a suivies et qu'elle a pu améliorer ou voire même guérir de leur maladie, comme vous verrez dans sa famille. Vous verrez que son approche est totalement cohérente et basée sur la physiologie et des données scientifiques modernes, qu'elle est très novatrice et qu'elle se démarque de tout ce que vous pourrez trouver habituellement sur le net. Voilà, petite précision, cette conférence s'est déroulée lors d'un séjour de jeûne et Hélène était à son 3e jour de jeûne, c'est-à-dire en plein dans la phase de transition ou crise d'acidocétose qu'on appelle comme ça, souvent associée à des petits symptômes, et Hélène était à ce moment-là assez fatiguée, un peu migraineuse, mais elle a accepté de nous partager ses merveilleuses connaissances. Donc voilà, c'était juste pour que vous soyez un peu indulgents par rapport à son attitude, son immobilité durant cette conférence. Mais cela ne gâche en aucun cas le contenu comme vous allez pouvoir le constater. Juste encore une dernière précision, vous verrez que les 16 premières minutes sont des connaissances physiologiques assez poussées sur le fonctionnement de la thyroïde. Elles seront sans doute un peu difficiles à comprendre pour certains d'entre vous, à moins d'avoir un gros bagage médical, mais écoutez quand même, et si c'est trop dur, allez au-delà de ces 16 minutes, car vous verrez qu'au-delà de ces moments consacrés à la physiologie, vous allez découvrir des aspects plus accessibles et passionnants, en particulier
particulier sur les solutions qu'elle met en place, qu'elle propose de mettre en place et ce qu'elle a réussi à faire pour se guérir. Voilà, la question-réponse aussi à la fin, les questions-réponses sont aussi très intéressantes, écoutez-les. Je remercie déjà vraiment Hélène pour ce beau partage. Voilà, et je vous souhaite une très belle écoute à tous. Voilà, nous sommes donc au cœur d'un séjour de jeûne. Alors la conférence que vous allez suivre n'a rien à voir avec le jeûne, bien qu'on va peut-être un peu en parler. C'est Hélène qui va se présenter et qui va vous expliquer comment elle a guéri d'une hypothyroïdie. Elle va vous expliquer d'abord ce qu'est l'hypothyroïdie, ce qu'est en fait la vision médicale de l'hypothyroïdie par rapport à une vision bien plus avancée aujourd'hui, par rapport à des nouvelles connaissances qui existent. Donc je pense que toutes les personnes qui ont des troubles de la thyroïde seront intéressées par cette conférence et aussi par l'approche qu'elle a pu mettre en place pour sa guérison après, en décodage biologique en particulier, par des prises de conscience. Mais on va vous parler aussi de toute l'hygiène autour de la thyroïde et tout ce qui est intéressant pour la soutenir. Voilà, je te laisse la parole. Ben voilà, donc moi j'ai appelé la conférence une affaire de famille parce que ça a fait partie de la guérison en fait. Donc c'est important. Et on a souvent des familles d'hypothyroïdiens et la question c'est de se demander pourquoi. Donc voilà, on va d'abord parler de la physiologie globale de la thyroïde, voir un peu le fonctionnement de la thyroïde et la synthèse des hormones. Ensuite, on va parler du diagnostic, qui pourrait être simple, mais en fait, il n'est pas si simple que ça. Et la majorité des médecins ne savent pas diagnostiquer en fait une hypothyroïdie. Ensuite, on va parler des traitements sur le plan médical et puis voir un peu ce que la naturopathie peut faire pour un peu arranger les choses. Et ensuite, je vous raconterai donc notre histoire familiale. Et puis, on va voir que, en fait, est-ce qu'on pourrait guérir ? Et bon, il vous a déjà dit, la réponse est oui. J'étais médecin à l'époque où je me suis diagnostiquée, et donc ça m'a permis un peu de prendre les choses en charge à ma façon et de me débrouiller, en fait, un petit peu, de faire mes recherches par moi-même et d'expérimenter par moi-même. Et maintenant, voilà, je fais de la naturopathie. Donc voilà, donc au niveau de la famille, il y avait ma grand-mère maternelle, ma mère, ma sœur et moi. On a tous été touchés par cette hypothyroïdie. Ensuite, on va déconstruire aussi des croyances qui sont surtout que c'est irréversible, que le diagnostic est simple, qu'on a un traitement chimique à vie et donc qu'on ne peut pas guérir, que c'est une maladie, c'est comme le diabète ou ce genre de maladie où tout le monde est persuadé qu'on ne peut pas guérir de ces maladies. Et donc après, on va un petit peu parler du décodage biologique et de la source émotionnelle des maladies. Donc sur le plan de l'anatomie, la thyroïde, c'est une glande en forme de papillon qui se situe devant le larynx, juste en dessous du cartilage thyroïde et qui fait 8 à 15 cm3. Donc ça, c'est à l'âge adulte, elle fait plutôt 15 cm3, puis quand on vieillit, elle redescend, elle diminue de volume. Comme dans l'enfance en fait. Et donc cette thyroïde, elle va fabriquer des hormones et c'est commandé par l'axe qu'on appelle thyréotrope. Donc on a l'hypothalamus qui va sécréter de la TRH, qui va agir sur l'hypophyse, qui va elle-même sécréter de la TSH, qui va agir sur la thyroïde, qui elle va sécréter des hormones thyroïdiennes, notamment principalement de la T4, ce qu'on appelle de la tétraiodothyronine. Donc à 90%, elle va fabriquer de la T4 et à 10%, elle va fabriquer de la T3. Et il faut savoir que la seule hormone qui est active sur les cellules, donc il faut que les hormones aillent se fixer sur des récepteurs cellulaires puis rentrent à l'intérieur des cellules pour être actives au niveau de l'organisme. Et il n'y a que des récepteurs à la T3. Donc la T4, en fait, elle est majoritairement sécrétée, mais ce n'est pas elle qui agit, c'est la T3. Et donc après, on a ce qu'on appelle un système de rétrocontrôle, comme pour toutes les hormones. Donc en fonction du taux de T4, donc ça, le rétrocontrôle, c'est que la T4, et l'hypophyse et l'hypothalamus vont adapter leur sécrétion de TSH et de TRH selon le taux de T4 circulant. Donc la synthèse hormonale, elle se fait à partir de deux choses principales, un acide aminé, la tyrosine, et de l'iode. Et cette iode, elle doit être activée par la thyroïde peroxydase, qui est une enzyme qui va activer les atomes d'iode pour favoriser le couplage des précurseurs. Donc on a la T1, qui est
un acide aminé, la tyrosine, plus un atome d'iode, puis la T2 avec 2 atomes d'iode. Et en fait, il va y avoir des couplages entre ces précurseurs qui vont former de la T3, puis de la T4, où la T3, il y a 3 atomes d'iode, et la T4, on en a 4. Et donc, on a des demi-vies, oui, ça c'est assez important. La demi-vie de la T3, elle est très courte. Donc, c'est l'hormone active, et elle a une demi-vie de 24 heures. Et la demi-vie, c'est le temps que met la moitié de la quantité d'hormones a été éliminée de l'organisme. Donc, la T4, elle, a une demi-vie de 6 à 7 jours. Donc, elle a une demi-vie beaucoup plus longue que la T3. Et donc, ensuite, la T4 va être transformée dans le foie en T3 par des enzymes à nouveau. Donc, là, voilà, 5'-désiodase, c'est de la désiodisation. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va couper une molécule d'iode pour donner la T3. Donc, en fait, la T3, elle peut exister sous 2 formes. Vous connaissez les isomères. Donc, il y a la forme lévogyre et la forme dextrogyre. Donc la T3 fonctionnelle, c'est la forme lévogyre. Mais on va aussi avoir formation de RT3, qui est la forme dextrogyre. Et celle-ci, en fait, elle est produite pour éliminer la T4 de l'organisme, qui, si elle était toute transformée en T3, il y aura un excès de T3 qui pourrait donner des symptômes d'hyperthyroïdie. Et donc, elle est transformée, la T4, dans un organisme sain, à 40% en T3 et à 60% en RT3. Mais on a des facteurs qui vont favoriser la production de cette RT3 en fait, et qui vont donc potentiellement donner des signes d'hypothyroïdie. Donc on a l'âge, le stress, l'obésité, les insuffisances rénales et hépatiques, le diabète, le jeûne, qui peut peut-être expliquer la frilosité, les régimes hyperprotéinés, les excès de caféine, tabac, alcool, des médicaments, donc les bêta-bloquants, l'amiodarone qui est très connu pour être responsable d'hypothyroïdie, les sulfamides, le lithium, les toxiques comme les métaux lourds, les pesticides et les oestrogènes, ça c'est aussi très important. Les femmes sous pilule et sous traitement hormonal substitutif de la ménopause ont fréquemment des hypothyroïdies. Et après, bien sûr, donc, il y a les déficits en vitamines et minéraux, notamment en iode. Donc, pour la synthèse de ces hormones, tout ça, ça ne suffit pas. C'est qu'en plus, au niveau de la thyroïde, on a besoin de cofacteurs. Pour avoir une bonne synthèse de T4, on a besoin de vitamines, donc vitamine A, E, plusieurs vitamines B, la B12, mais aussi du fer, du zinc, du sélénium, du manganèse, du molybdène. Donc, la moindre carence importante et prolongée dans une de ces vitamines ou minéraux, ça peut être responsable d'hypothyroïdie. Et au niveau du foie, il y a aussi besoin de plusieurs cofacteurs pour que la 5'-désiodase puisse agir. Donc après, on va parler des effets cellulaires. Donc en fait, les hormones thyroïdiennes, la thyroïde, c'est le thermostat de l'organisme. Et donc elles agissent sur la synthèse protéique dans tous les tissus de l'organisme en fait. Et voilà, notamment, on a souvent les premiers signes au niveau des phanères et des cartilages de conjugaison au moment de la croissance. Chez les adolescents, souvent, ces cartilages de conjugaison, ils se soudent assez rapidement et il y a un anisme qui apparaît. Et elles augmentent aussi l'activité cellulaire au niveau de quasiment tous les organes, mais les organes majeurs, le foie, les reins, le cœur, les muscles, l'intestin, les glandes endocrines, le système nerveux central. Et donc, ces hormones, elles doivent agir, je vous ai dit tout à l'heure, en se fixant sur les récepteurs à la T3 au niveau cellulaire et pénétrer dans la cellule. Et cette pénétration cellulaire, elle peut se faire qu'à la condition qu'il y ait un taux de vitamine D suffisant et de la cortisone en quantité suffisante aussi, ce qui a aussi son importance. Donc, l'hypothyroïdie, on a 3 cas de figure du coup. Soit la thyroïde ne fabrique pas assez d'hormones, soit la conversion de T4 en T3 se fait pas bien, soit la T3 ne rentre pas bien dans les cellules. Donc si la fabrication est insuffisante, on va avoir la majorité des causes qu'on appelle l'hypothyroïdie primaire, qui est vraiment d'origine thyroïdienne. Donc la thyroïdite d'Hashimoto qui est assez célèbre, qui est auto-immune, où la thyroïde se détruit. Après, il y a souvent les traitements par iode radioactif qui est donné dans les hyperthyroïdies, et souvent les gens qui sont traités pour une hyperthyroïdie vont basculer après dans l'hypothyroïdie. Donc l'amiodarone, qui est donnée, elle, pour des troubles du rythme cardiaque, un déficit en iode, la chirurgie, quand on vous enlève la thyroïde, vous ne fabriquez plus bien les hormones, la radiothérapie, le tabac,
Et puis certaines maladies systémiques comme la sarcoïdose, l'amylose, l'hémochromatose. Ensuite, on a des hypothyroïdies secondaires où la cause est hypophysaire. Donc, l'hypophyse ne sécrète pas suffisamment de TSH. Et donc là, on a souvent la nécrose hypophysaire du postpartum, mais aussi des tumeurs, de la radiothérapie cérébrale, des traumatismes crâniens, des méningites. Donc il peut y avoir quand même plusieurs causes hypophysaires. Et après, au niveau de l'hypothalamus, on va retrouver les mêmes causes. Et là, c'est la TRH donc, qui est déficitaire. Quand les hormones ne remplissent pas leur rôle, donc on a d'abord la mauvaise transformation de la T4 en T3, qui vont donc entraîner un déficit en T3. Donc voilà, si on a une carence dans les différents cofacteurs. Et la transformation, sinon majoritaire en RT3, en fonction des différents critères qu'on a vus tout à l'heure, certains traitements. Et quand la T3 ne peut donc pas bien pénétrer dans la cellule, on parle de résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes. Et donc là, c'est souvent une carence en vitamine D, en cortisol, mais il y a aussi le diabète, l'obésité, les infections et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui peuvent potentialiser une hypothyroïdie sous-jacente. Les symptômes de l'hypothyroïdie. Donc en fait, comme c'est le thermostat à la thyroïde de l'organisme, on va avoir des signes cliniques de trop peu. Tout va être trop peu. Donc on va avoir le cœur qui bat trop lentement, la tension qui est trop basse, la circulation qui ne se fait pas bien, donc des œdèmes, une digestion lente, une constipation, une mauvaise oxygénation, notamment cérébrale, avec des migraines, des difficultés de concentration, l'irritabilité. Et donc on a les 8 signes, là je vous ai mis les 8 signes les plus fréquents. Donc à commencer par la fatigue, qui est un des signes majeurs, qui est souvent matinal, on n'arrive pas à sortir du lit. Des insomnies, une mauvaise qualité de sommeil, mais aussi une fatigue intellectuelle, ouais, c'est difficile quoi. Ensuite on a une frilosité, notamment des extrémités, mais souvent aussi une intolérance à la chaleur en fait. Les gens, ils sont frileux, mais ils ne supportent pas non plus la chaleur. Donc, c'est assez... ils ne sont jamais bien, quoi. Une sécheresse cutanée rebelle, des ongles striés, cassants. Et un des signes les plus caractéristiques de l'hypothyroïdie, qui doit vraiment sonner l'alarme, c'est la dépilation du tiers externe des sourcils qui manque, en fait. Donc, les sourcils, ils sont bien, puis pouf, là, il manque le tiers externe. Et des chutes de cheveux, qui peuvent être assez importantes. On a aussi des dépressions assez fréquentes, des crampes, surtout nocturnes, des douleurs articulaires, musculaires, tendineuses, donc l'œdème, on en a parlé au-dessus, puis des constipations ou alors des fausses diarrhées. Mais il y a encore pas mal, en fait ça peut donner tellement de signes parce que ça touche tout l'organisme. Donc le diagnostic, pendant super longtemps il était clinique. Les médecins faisaient vraiment le diagnostic sur le plan clinique, mais depuis 30 ans c'est devenu quasiment exclusivement biologique. Donc les gens ont beau avoir des symptômes, si la TSH est normale et la T4, qui sont les deux hormones qui sont dosées de façon routinière, on vous dit non, vous n'avez pas d'hypothyroïdie, tout va bien. Non, je ne vais pas bien, mais si. Et donc il y a énormément de facteurs en plus qui peuvent modifier les taux de TSH, soit l'abaisser, soit l'augmenter, et qui varient même selon certaines situations. Donc voilà, je ne vais pas vous les énumérer, mais on reprend le jeûne. La malnutrition, mais l'exercice physique, l'anxiété, le diabète, l'âge, le stress, la privation de sommeil, voilà, puis des médicaments, notamment voilà, les statines, les antidépresseurs. Et donc en fait, ce qui est important finalement de doser, ce serait la T3 parce que c'est elle qui est active. Et en fait, en cas d'hypothyroïdie, donc on a souvent l'hormone T3 qui est abaissée, mais qui est quasiment jamais dosée. Et on a cette T3 qui peut être mesurée avec son rapport avec la protéine de transport en fait, des hormones thyroïdiennes, qui va, elle, augmenter en cas de baisse de l'hormone. L'organisme va synthétiser plus de protéines de transport. Et donc, quand on a un rapport T3-TBG inférieur à 0,4, on peut quasiment être sûr qu'il y a une hypothyroïdie. Quand on diagnostique l'hypothyroïdie, après, on va chercher les anticorps antithyroïdiens, pour notamment diagnostiquer une maladie d'Hashimoto. Mais après, c'est aussi important donc, de doser les vitamines, celles qui sont facilement dosables, la vitamine D, la B12, doser la ferritine qui constitue la réserve de fer, le zinc, le sélénium, mais aussi l'iodurie, parce que la quantité d'iode, elle est plus fiable à doser au niveau des urines.
et la transcortine, qui est la protéine de transport du cortisol, et qui va être augmentée, elle aussi, en cas de carence en cortisol. Quand on a un déficit de sécrétion en cortisol, on va augmenter la synthèse de la transcortine. Ensuite, il y a un problème de normes. On a fait le bilan, mais après, on n'est pas d'accord forcément avec les normes. En fait, c'est un médecin belge qui a travaillé depuis très longtemps sur les problèmes d'hypothyroïdie et qui, lui, a défini les normes santé. C'est le docteur Claes. Et les normes des laboratoires, en fait, elles sont faites en fonction des valeurs moyennes des patients chez qui on fait des bilans. Et on se rend compte que les normes des laboratoires et les normes santé sont complètement différentes. Et ça explique aussi pourquoi beaucoup de gens ont des symptômes d'hypothyroïdie, font une prise de sang, on leur dit non, tout va bien, mais en fait, eux, ils ne sont pas bien. On leur dit, mais vous êtes dans les normes. Et il y a plusieurs études qui ont prouvé que plus la TSH augmente par rapport à la valeur d'1,3, donc qui est la norme supérieure ou une des normes santé, plus le risque de cancer et de maladie augmente. Donc en fait, c'est quand même pas anodin, ce taux de TSH. Et ensuite, pour préciser le diagnostic, on a aussi le dosage dans les urines de 24 heures. Vous recueillez vos urines pendant 24 heures. Et la première étude, elle a été publiée dans Lancet en 72, donc c'est quand même assez ancien. Puis il ne s'est pas passé grand-chose entre-temps. Et en 2000, il y a une étude belge sur 822 patients qui a montré vraiment qu'il y avait un intérêt à faire ce dosage dans les urines de 24 heures. Parce qu'en fait, les urines de 24 heures, ça va donner un reflet du comportement moyen de la thyroïde. Quand vous faites un bilan sanguin, pouf, vous avez le reflet à un instant T. Là, on a vraiment un reflet sur 24 heures parce que l'activité de la thyroïde varie au cours de la journée. Donc c'est un meilleur reflet. Il y a une bonne corrélation aussi entre les taux urinaires et les symptômes. Et les mesures aussi sont plus fiables parce que quand on parle de picomole, c'est vraiment pas grand-chose. Et donc, il y a une quantité forcément plus importante sur 24 heures que dans une prise de sang à un instant T. Et donc, les mesures, elles sont plus fiables. Et donc, il y a énormément de sous-diagnostics. Vraiment, vraiment beaucoup de sous-diagnostics parce qu'on se contente souvent de faire une TSH, voire une T4, qui en fait, la T4, elle peut être normale, la TSH aussi, mais si la T4 n'est pas bien transformée en T3 ou trop transformée en RT3, ou alors que ça n'agit pas au niveau des cellules, on va avoir des symptômes. Et donc, il y a beaucoup d'hypothyroïdie fruste, notamment chez les femmes âgées, qui vont avoir plein de traitements pour plein de symptômes différents, alors qu'en fait, elles ont une hypothyroïdie parce qu'elles sont fatiguées, elles ont de l'hypotension, des problèmes de poids, du cholestérol, des troubles dépressifs, des troubles du sommeil, de la constipation. Et donc, on va leur donner pléthore, on va faire du symptomatique pour chaque symptôme. On va avoir un médicament et puis au bout du compte, elles vont pas mieux en fait. Parce qu'en plus, elles mangent des médicaments à l'appel et puis ça s'améliore pas. Au niveau du traitement, donc, en médecine, on connaît que la T4. Et on donne de la T4 seule, souvent, donc du lévothyrox et tout, c'est ce médicament que vous connaissez tous. Mais en fait, cette T4 seule, elle est efficace chez seulement un quart des patients. Parce qu'elle nécessite suffisamment de 5' dés'iodase dans le foie, dans les reins et dans les autres tissus. Il y a une mauvaise conversion de la T4 en T3 chez 90% des gens. Donc, donner que de la T4, ça n'a pas de sens. 90% des gens ne convertissent pas bien la T4 en T3, donc c'est énorme. Et donner de la T4 seule, en fait, ça peut aggraver la symptomatologie parce que la T4 va faire un rétrocontrôle qui va donner une diminution de la TSH. Or, on a bien vu que la TSH, elle stimule aussi la formation de 10% de T3. Donc, il y a quand même un peu de T3 qui est synthétisé à ce moment-là. Et donc là, le fait de donner de la T4, le rétrocontrôle va faire que la thyroïde, elle ne va plus rien synthétiser du tout, et même plus du tout de T3. Et c'est pour ça qu'il y a des gens chez qui ça aggrave les symptômes. Et en plus, il y a le fait que ce soit efficace après plusieurs semaines, vu qu'on a une demi-vie qui est assez longue. Donc chez quelqu'un qui a des gros symptômes d'hypothyroïdie, ça peut être long un peu pour que ça s'améliore. Et donc, il y a une association de T3, T4 qui s'appelle le Thyral en France et le Novotyral en Allemagne. Et en Belgique, ça n'existe pas, il n'y a pas de traitement. Et il n'est pas si facile que ça à trouver, en fait. Le Thyral, souvent, ils ont une boîte dans la pharmacie où il n'y a pas grand monde qui l'achète. Donc, ce traitement, il est rapidement efficace. Mais ça peut donner des surdosages parce que la T3, elle est assez active. Et donc, il y a les signes de surdosage, tachycardie, tremblement, céphalée, insomnie, diarrhée, sueur. Et cette T3, elle est indispensable, donc s'il y a cette mauvaise conversion de T4 en T3.
mais aussi quand il y a une prise d'œstrogène, donc soit la pilule, soit les traitements hormonosubstitutifs de la ménopause qui bloquent la conversion. Et de plus, cette T3 est absorbée à 95% au niveau de l'intestin. Donc elle est super bien absorbée, alors que la T4, elle est absorbée à 50-70%. Donc non seulement il faut qu'elle soit convertie, mais en plus elle n'est pas bien absorbée. Et donc il y a une étude de 1999 dans le New England Journal of Medicine qui montre qu'il y a une nette amélioration de la qualité de vie des patients qui étaient antérieurement traités par T4 seuls quand ils passent au traitement T3, T4. Et moi je l'ai expérimenté chez des dizaines de personnes chez qui j'ai prescrit ça, qui n'étaient pas bien sous T4, et ça leur a changé la vie en fait. Ils ont un regain d'énergie, une meilleure concentration et le bien-être en général qui augmente. Et à ces traitements, il faut aussi penser à associer d'autres choses en cas de carence, notamment l'hydrocortisone. Si on a une fatigue surrénalienne suite à des stress prolongés ou des intolérances alimentaires, des inflammations chroniques, on peut avoir un déficit en cortisol qui empêche la pénétration de la T3 dans les cellules. Il faut aussi apporter de l'iode en cas de carence. Dans nos régions, il y en a beaucoup qui sont carencés en iode en fait. Il faut veiller à un apport suffisant en protéines, notamment en L-tyrosine et phénylalanine. La phénylalanine, c'est un précurseur qui peut être transformé en tyrosine. En vitamines A, D, E, B, les minéraux, mais l'exercice physique donc, qui augmente aussi la sécrétion de cortisol. Prendre soin de son microbiote intestinal pour que l'absorption se fasse bien, qu'il n'y ait pas d'inflammation, gérer son stress. Et l'interdiction des crucifères, ça c'est une croyance, on entend toujours que les hypothyroïdiens n'ont pas le droit de manger des crucifères, mais sauf si on mange 5 choux par jour, bon là oui peut-être, mais c'est une croyance, on peut tout à fait manger des crucifères sans problème, mais bon pas en excès majeur, quoi. Donc en naturopathie, on va jouer sur l'alimentation, qui va être principalement paléocétogène, avec suffisamment donc, de protéines, limiter l'inflammation intestinale en limitant les céréales et tout ce qui peut contenir des acides phytiques. Les abats, qui sont très riches en vitamine B, en tout ce qu'il faut, donc ça c'est pas mal. Les algues, riches en iode, mais aussi donc, faire de l'exercice physique modéré qui va réchauffer l'organisme et qui va aussi augmenter la sécrétion de cortisol. Donc les sports les plus indiqués, il va y avoir le fitness, la musculation quand même, mais aussi des sports de détente, la danse, la marche, le rapport à la nature. Ensuite, l'hydrothérapie chaude, qui peut être importante pour la relaxation, et froide pour stimuler un peu les surrénales, tout en s'adaptant bien sûr au profil de la personne. Donc pour gérer le stress, on va dériver l'énergie, contact à la nature, mise à la terre et surtout diminuer la stimulation en soirée parce qu'en fait les hypothyroïdiens sont très fatigués le matin, mais le soir ils ont un regain d'énergie et donc c'est là qu'ils ont tendance à se stimuler et puis après ils dorment mal. Et donc la sophrologie, la relaxation, les siestes, c'est pas mal. En phytothérapie, il y a plusieurs plantes qui sont réputées pour stimuler la thyroïde. Donc on va déjà soutenir le foie. On peut faire des cures de diasmodium, de chardon-marie. Et il y a plusieurs plantes en Ayurveda qui peuvent stimuler la thyroïde. Donc on a le gugul, qui contient des gugulstérones qui stimulent la thyroïde et qui vont aussi favoriser la conversion hépatique de la T4 en T3. Et le Coleus forscolli, dont la forscoline augmente la synthèse hormonale et stimule la libération de ces hormones. Alors pour ces deux compléments, il faut faire attention, il y a des interactions avec les patients avec les anticoagulants et les antiplaquettaires, donc chez ces patients-là, il faut éviter de leur en donner. Ensuite, on a l'ashwagandha, qui contient des withanolides qui stimulent la thyroïde, mais qui est aussi hépatoprotectrice, lutte contre la constipation et diminue l'inflammation intestinale. Donc chez l'hypothyroïdien, ça coche pas mal de cases. Et le bacopa monnieri qui stimule la thyroïde, la mémoire, la concentration, ça réduit l'anxiété et la fatigue mentale et ça soulage les intestins irritables. En France, on a le houblon qui va apaiser le système nerveux, l'anxiété, les insomnies, améliorer la digestion. Et sur le plan thyroïdien, ça améliore l'assimilation de l'iode au niveau de la thyroïde et ça facilite le fonctionnement des récepteurs aux hormones au niveau cellulaire. Donc mon histoire familiale. Ma grand-mère maternelle avait une hypothyroïdie très ancienne. Je ne sais pas exactement depuis quand parce qu'elle est décédée. Ma mère a été diagnostiquée à l'âge de 28 ans
Et donc elle, ça a été tardif son diagnostic parce qu'elle n'était pas grosse, donc personne ne voulait croire qu'elle était hypothyroïdienne. Ça a traîné des années où elle n'était pas bien, donc elle était frileuse, fatiguée, constipée, elle se traînait, c'était vraiment difficile. Et donc ils ont fini par la diagnostiquer et elle a été mise sous Levothyrox. Et en 2018, moi, je l'ai mise sous Euthyral parce qu'elle avait beau être traitée, elle avait toujours ces mêmes symptômes, fatigue, frilosité, hypotension, constipation, toujours. Et en 2018, Euthyral, amélioration majeure des symptômes. Elle a encore un petit peu une légère frilosité, mais ça va beaucoup mieux sur le plan du reste. Et ma sœur, elle a été diagnostiquée dépressive à l'âge de 20 ans, mise sous antidépresseur par un psychiatre. Mais elle était toujours fatiguée, irritable, constipée, peau sèche. Et en 2018, pareil, quand je lui ai fait faire un bilan, et là, elle avait une CSH qui était supérieure à 18, la T3 et la T4 étaient effondrées. Et là, je l'ai passée sous Euthyral et elle a pris des compléments alimentaires parce qu'elle est végétarienne, donc elle manquait un peu de certaines choses. Et là, son état s'est vraiment nettement amélioré aussi. En ce qui me concerne, depuis le lycée, j'avais vraiment beaucoup de mal à me lever le matin, surtout en période de stress, de grossesse, où je pense que mes symptômes se majoraient. Mais j'ai fait plein de bilans, que ce soit enceinte, à l'hôpital, j'ai fait plein de bilans, TSH, T4, toujours on me disait c'est normal. Mais il y a plusieurs collègues qui me disaient mais t'as un goitre, toi, t'aurais pas... J'ai dit mais non, j'ai fait des dosages, tout va bien. Mais je me traînais. Et puis, je devenais de plus en plus quand même avec la fatigue, le stress, de plus en plus irritable, phase de micro-dépression, des chutes de cheveux qui arrivaient comme ça. Puis en 2017, j'ai fait un burn-out. Et début 2018, j'ai vraiment eu j'avais vraiment des gros symptômes. J'étais tout le temps, je ne pouvais pas sortir du lit le matin, je perdais mes cheveux, j'avais froid. J'ai constaté que j'avais ce tiers externe des sourcils là, qui était dépilé. Et j'ai découvert le livre du Dr Kless. Et là, ça a été vraiment la révélation. Sur son site, vous pouvez aller voir, il y a un test à faire où il y a énormément de questions. Et moi, je l'ai fait. Normalement, vous devez avoir moins de 10 points. Et moi, j'en avais 102. Et j'ai fait waouh! Donc là, j'ai d'emblée acheté son livre. Et j'ai cherché à comprendre. J'ai voulu comprendre. Et là, j'ai compris tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, j'ai fait un bilan urinaire de 24 heures. Où là, la T3 et la T4 étaient basses. La iodurie était basse. Sur le plan sanguin, donc mes hormones étaient inférieures aux normes santé, mais dans les normes des laboratoires. La transcortine était augmentée, le cortisol était effondré, je sortais d'un burn-out, donc forcément, c'était pas étonnant. Et puis les anticorps étaient négatifs et la vitamine D était bonne parce que je me complémentais déjà. Donc j'ai commencé tout de suite un traitement par Euthyral. J'ai pris l'hydrocortisone aussi pendant 6 mois. Et j'ai continué une complémentation en magnésium, en zinc, en vitamine B, en iode au départ aussi, et pris la phytothérapie pour le stress. Le sommeil, j'avais déjà une alimentation paléo. Puis en 2019, je me suis dit, j'en ai marre de manger des médicaments, surtout qu'il y avait une rupture d'Euthyral, donc j'ai dû aller l'acheter en Allemagne. Il n'y en avait plus nulle part en France. Ça a duré je ne sais plus combien de temps, pas loin de 6 mois. Et donc j'allais l'acheter en Allemagne, mais je me suis dit, je vais peut-être essayer la phytothérapie. Donc j'ai tout essayé presque, mais... J'arrivais à diminuer mon traitement, surtout pendant l'été, en fait, où les symptômes diminuaient pendant l'été. Mais à l'automne, il fallait à chaque fois que je remonte à 3/4 de comprimé, ça n'allait plus. Je reperdais mes cheveux, je redevenais frileuse. J'ai aussi fait l'expérience crudivore de 9 mois en 2020, où j'ai voulu tester la philosophie du docteur Morse qui explique qu'on peut régénérer nos organes. Donc je me suis dit, chouette, je vais régénérer ma thyroïde. Non, ça n'a pas marché du tout. Ça a même aggravé mes symptômes en fait. Et du coup en 2020, en novembre, là à l'automne, j'étais un peu fin de période crudivore, là je commençais à... Et j'ai parlé avec Jean-Brice et j'ai dit maintenant j'en ai marre, là je veux m'en sortir de cette thyroïde. Et je lui ai parlé du caractère transgénérationnel, je lui ai dit c'est bizarre, toute la branche féminine maternelle est atteinte. Donc, et là il m'a dit tant que tu ne trouveras pas la cause, tu ne vas pas guérir. Donc j'ai cherché le conflit programmant. Et donc, le décodage de l'hypothyroïdie, c'est qu'en fait, la thyroïde, elle gère le temps. Donc, on a toujours un conditionnel de vitesse. On a comme un désir d'arrêter le temps.
Il y a une tonalité archaïque, donc on a souvent un conflit de devoir ralentir, sinon c'est la mort. Aller trop vite, c'est avéré dangereux. Il faut aller lentement, sinon il y a un risque vital. C'est souvent des gens qui veulent ralentir le temps, pour qui tout va trop vite. Mais on peut aussi avoir une notion d'impuissance à agir dans l'urgence. On se sent dépassé par les événements. Alors moi, j'ai cherché des conflits liés à la vitesse. Je trouvais rien du tout. J'ai interrogé ma mère. Je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'échelle de mon arrière-grand-mère? Je trouvais pas. Et donc, voilà, donc comme c'est transgénérationnel, que ça a commencé par ma grand-mère, ça touchait forcément la génération de ses parents. Donc j'ai recherché un drame en rapport avec un accident lié à la vitesse, un drame lié à tout ça, et je trouvais pas. Et puis en mars 2021, on était au deuxième week-end de cours sur l'approche psychobiologique des maladies, et ils nous avaient demandé de faire notre arbre généalogique avant de venir. Donc j'avais récolté des informations sur le décès de mon arrière-grand-mère, et ma mère m'a expliqué qu'elle avait fait un arrêt cardiaque brutal, et on avait dit à ma grand-mère que c'était lié à la thyroïde. Et en fait, ma grand-mère, elle avait 20 ans à l'époque, et elle adorait sa mère, et ça a été le drame de sa vie. Elle se retrouvait seule avec ses petits frères et sœurs, avec son père qui était alcoolique, et pour elle, ça a été un drame absolu de perdre sa mère à ce moment-là. Et donc, pendant le cours, où Jean-Brice nous montrait un arbre généalogique qui montrait toutes les pathologies dans la descendance liées à un drame tout en haut de l'arbre, là, ça a fait tilt, et je lui ai dit, mais ça y est, moi j'ai compris ce qui s'est passé, et je lui explique ce que je viens de vous dire. Et donc là, Jean-Brice m'a dit cette phrase, il m'a dit « Tu n'as pas besoin de cette hypothyroïdie pour ne pas mourir d'un arrêt cardiaque brutal ». Et là, ceux qui étaient là s'en rappellent, j'ai une émotion majeure, où j'ai commencé à pleurer, trembler, j'ai senti une vague là qui descendait dans tout le corps, et ça a duré 2 heures où j'étais complètement chamboulée. Puis après, je suis passée en vagotonie. Et 3 jours après, j'arrêtais mon traitement parce que je suis passée en hyperthyroïdie. J'ai pas dormi de nuit, j'étais complètement énervée. Donc j'ai arrêté. Et depuis, j'ai plus jamais repris de traitement. J'ai refait des bilans qui étaient normaux. Et j'ai plus jamais eu de symptômes d'hypothyroïdie. J'ai rien dit à ma sœur et ma mère. J'ai attendu 1 mois pour voir un peu. Puis au bout d'1 mois, j'ai dit à ma sœur, tu te sens pas un peu bizarre en ce moment? Elle me dit, je sais pas, je me sens nerveuse. Et je lui ai raconté mon expérience. Et elle a ressenti l'émotion aussi. Elle a guéri aussi. Elle prend plus du tout de traitement non plus. Depuis plus d'1 an, elle prend plus non plus de traitement. Et ma mère, alors Jean-Brice m'avait dit qu'il faudrait peut-être faire un acte symbolique, ou peut-être encore travailler en décodage, mais moi j'en ai pas eu besoin. Je pense que ma mère en aurait besoin. Elle l'a pas fait, mais elle a baissé nettement son traitement. Je crois qu'elle prend plus qu'un quart là, de comprimés de Tyrol, alors qu'avant elle en prenait un entier. Et donc la conclusion, c'est une pathologie qui est quand même très fréquente et qui est très très sous-diagnostiquée, même si maintenant on a quand même des outils fiables qui permettent vraiment de diagnostiquer cette hypothyroïdie. Mais les outils, ils ne sont pas vraiment connus. En fait, en médecine, quand on en parle, ils ne connaissent pas. Il y a des traitements efficaces, il faut quand même corriger le mode de vie, et donc ce n'est pas irréversible. Et on peut guérir quand on libère le conflit programmant. Et donc ça, c'est le livre du docteur Kless qui est en bas, j'ai vu, qui vraiment, si vous voulez tout comprendre sur la thyroïde, je vous conseille de le lire parce que tout s'éclaircit. Voilà. Je voulais juste que tu donnes une précision pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le décodage biologique, oui, entre le sens de ce que fait la thyroïde, son rôle physiologique, et l'arrêt cardiaque, ce que tu as compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on a dit à la famille que l'arrêt cardiaque était lié à la thyroïde. Et moi, tout de suite, je me suis dit, l'arrêt cardiaque ne peut être lié qu'à une hyperthyroïdie. C'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Et du coup, en fait, c'est l'hyperthyroïdie qui aurait provoqué cet arrêt cardiaque. Et donc, ma grand-mère, elle, du coup, elle s'est mise en hypothyroïdie pour ralentir le cœur, pour ne pas risquer de faire un arrêt cardiaque, parce que pour elle, dans son inconscient, le moyen de ne pas mourir d'un arrêt cardiaque à cause d'une thyroïde qui va trop vite et qui provoque un arrêt, c'était de se mettre en hypothyroïdie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie, c'est une solution à un conflit, à un drame, pas gérer émotionnellement, psychologiquement. Donc ralentir les choses pour éviter de mourir d'un arrêt cardiaque.
Donc il ne faut pas croire que c'est un dérèglement, en fait, ce qu'elle vous a expliqué. Ça reste toujours une solution pour l'organisme. Le corps ne fait rien par hasard. Il fait toujours dans le sens de la survie pour sauver soit un membre du clan, soit sa propre vie, etc. Voilà, c'était cette précision. Ouais, je voulais le dire, mais j'ai le cerveau un peu embrouillé. On est au milieu d'un jeûne, alors voilà, le deuxième jour. Et là, je commence de nouveau à avoir mal partout. Et donc, ça n'empêche pas de jeûner aujourd'hui, d'ailleurs, avant d'avoir une hypothyroïdie, elle avait, maintenant elle n'a plus, donc elle peut jeûner. Voilà. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Et je voulais savoir si tu accepterais que des personnes te contactent si tu souhaitais gérer avec eux de l'hypothyroïdie. Mais je ne peux plus gérer, moi, je ne peux plus rien prescrire. Ah ben, sans prescrire des médicaments, en naturopathie, en décodage biologique, en conseillant les gens d'aller voir le médecin pour des prescriptions. Oui. Est-ce que tu accepterais si là... Ça, mais je l'ai déjà fait énormément. Ouais. D'accord, mais tu as le droit de le faire dans ce cadre-là. Mais par contre, il faut après que le médecin coopère et soit d'accord. Et c'est pas évident de trouver des médecins qui fassent des prélèvements de T3, des analyses de T3. Alors, déjà ça, et les dosages urinaires, c'est pareil. Ouais. Voilà. J'ai demandé moi pour ma femme, et le médecin n'a pas voulu. Il dit que c'est trop cher, qu'il serait tapé sur les doigts par la Sécu. Attends, mais moi, on m'a jamais rien dit. Hein. Et j'en ai prescrit des tonnes. Hein. Ouais. Mais maintenant, c'est fini apparemment, c'est difficile aujourd'hui. Mais il y a des médecins peut-être qui l'acceptent si on leur explique peut-être. Bah, en fait, c'est pour ça qu'Hélène, là, qui m'avait demandé, elle m'a dit que son médecin était ouvert. Et je lui ai dit de lui faire lire le livre. Parce que je lui ai dit, s'il est ouvert à autre chose, il faut qu'il comprenne pourquoi. C'est difficile de dire à un médecin, tenez, monsieur, mais je sais. Lisez ce livre, vous allez comprendre. On est d'accord. Bah, je vois pas pourquoi, parce que normalement, il devrait vouloir comprendre. Mais en fait, la thyroïde, les endocrinologues notamment, en fait, c'est pour ça que moi, on m'a dit, mais t'es pas allé voir un endocrino? J'ai dit, mais non, parce qu'en fait, ils gèrent que le diabète, les endocrinos. La thyroïde, ça les intéresse pas. La majorité des endocrinos, ils sont spécialisés dans le diabète ou dans les maladies des surrénales. Mais la thyroïde, pour eux, c'est TSH, machin, pouf, pouf. Et en fait, ils vont pas plus loin. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a énormément de gens. Et moi, j'en ai vraiment vu pas mal qui ont des hypothyroïdies. Et moi, ça me sautait au visage. Je disais, mais voilà. Et ça leur change la vie. J'ai vu une infirmière, elle est tombée dans les pommes au bloc. Elle était sous T4. Mais ça avait aggravé ses symptômes. Elle était à plat complètement. Et en un mois, elle était transformée. Juste en changeant son traitement, en prenant quelques compléments pour combler des carences. Et ça change tout. Et ça change tout. Et ma sœur, elle a été sous antidépresseur pendant plus de 20 ans. Alors que c'était que ça. Bah, c'était pas forcément que ça, parce qu'elle travaille aussi en décodage. Mais il y a quand même eu un énorme changement dans sa physiologie. Oui, à partir du moment où elle a été supplémentée. Et d'ailleurs, après, moi, je me dis, j'aurais dû y penser avant. Mais... C'est bien que tout ce que tu as fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, quand tu as compris émotionnellement, quand elle a lâché... l'histoire c'était spectaculaire, autour d'elle, vous avez vu dans sa famille. Ah ouais, ça agit sur... Ça agit aussi inconsciemment dans ce qu'on appelle l'inconscient familial. Et c'est pour ça que j'ai attendu, parce que je voulais vérifier ça. Oui. Je voulais voir justement si ça allait agir. Et ma mère, elle se sentait aussi un peu plus... elle me dit, ah ouais, je sais pas ce que j'ai, je suis un peu nerveuse, peut-être qu'il faut que... Quelque chose qui avait bougé, quoi. Ouais, il y avait quelque chose... ouais. En fait, on est tous connectés, et quand on lâche quelque chose de fort, qui est important dans l'histoire familiale, tout le monde est impacté autour. Et le monde change autour, en fait. Et ce qu'on reçoit aussi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions... J'ai entendu parler sur le site de Michel Dorner, journaliste scientifique, de l'ugol, de l'utilisation du lugol. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il disait d'appliquer ça sur le bras. Ça, c'est pour voir si tu as une carence en iode. Voilà. Et que quand la tache disparaissait, c'était le moment d'en remettre. C'est valable ou pas comme méthode? Ça, c'est pour l'iode, juste. Disons que si tu mets de l'ugol sur ta peau et que c'est absorbé direct, c'est que tu as une carence. Si c'est absorbé lentement, c'est que tu n'as pas vraiment de carence, ton organisme n'en a pas besoin. Je n'ai pas de notion de durée, mais je sais que si c'est absorbé très vite, c'est que ton organisme en a vraiment besoin. Après, en fonction de votre alimentation, si vous avez une alimentation riche en coquillages, en fruits de mer, en poissons, il n'y a pas de raison d'avoir de carence en iode. Après, c'est sûr que les gens qui ne mangent pas du tout de produits de la mer, qui ne mangent pas d'algues, rien du tout, il y a possibilité d'avoir des carences. Ouais. Après, moi là, ce que j'ai vécu en décodage, c'est pas la caractéristique essentielle du décodage, on va dire. Il y a aussi possibilité, avec des thérapeutes, d'accéder au ressenti et d'accéder à
de libérer un ressenti dont on n'a pas forcément conscience et d'avancer quand même. Sa guérison, elle est rare, ouais. Ce qu'on appelle des guérisons spontanées sur une prise de conscience. C'est assez rare en fait. Voilà, il faut être préparé, il faut avoir déjà fait un petit cheminement, des choses. Et pour elle, c'était une évidence, pour son cerveau, ça a basculé direct, l'information elle arrive, bam. Mais il faut souvent déprogrammer plein de choses. Hélène, en fin de compte, ce qui t'a guéri, c'est la phyto ou le décodage? Non, la phyto, ça m'a pas permis d'arrêter le traitement. En fait, j'avais remarqué que l'été, je me sentais mieux. La majorité des hypothyroïdiens, ils se sentent mieux, surtout si on va au bord de la mer. Là, on pète la forme au bord de la mer, c'est flagrant. On se sent vachement mieux. Mais, notamment l'océan. Mais j'ai jamais réussi à l'arrêter complètement, malgré... j'en ai pris longtemps, de la phyto, et plus d'1 an. Et bon. Mais alors, en fait, il y a toutes les formes d'hypothyroïdie. Moi, c'était transgénérationnel. Donc, c'est pour ça que Jean-Brice m'a dit, tant que tu vas pas trouver la cause, tu pourras prendre tous les compléments que tu veux, ça changera rien. Après, quand tu as une hypothyroïdie suite à mais tu as forcément un programme, quand même. Mais si c'est juste une histoire de carence ou d'un stress un peu passager ou que c'est concomitant d'un diabète ou d'une autre pathologie, je pense qu'avec les compléments et une modification de son hygiène de vie, d'ailleurs, il y en a qui arrivent à la corriger comme ça. Donc, on ne peut pas faire de généralité. Mais chez quelqu'un qui a une hypothyroïdie depuis très longtemps et qui est réfractaire à tout, ouais, mais de toute façon, le décodage, c'est un outil absolument fascinant. Ouais. Donc le médicament dont tu parles, il n'est pas disponible en France ni en Belgique? Il est disponible en France, le Tiral. En Belgique, il ne l'est pas. En France, ouais. Et du coup, là, le docteur Kless, il le fait venir pour ses patients en Belgique. Si ça fonctionne, au bout d'1 mois, tu vois déjà l'amélioration. Ah mais non, mais avant, parce que tu as de la T3 dedans. Donc moi, en 1 semaine, déjà, j'étais déjà mieux, ouais. D'ailleurs, en fait, on monte la dose assez progressivement. Et j'ai même fait une phase d'hyperthyroïdie quand je montais la dose, où là, je me suis dit, oula, là, il faut que je redescende d'un palier. Je montais d'1 quart en 1 quart. Et ouais, j'ai fait une matinée, mais ça dure pas longtemps. J'ai fait une matinée où j'étais un peu en hyperthyroïdie, ouais, j'étais un peu comme ça. Voilà, merci Hélène pour cette superbe conférence. Si vous souhaitez contacter Hélène pour des troubles de l'hypothyroïdie ou d'autres choses, elle va bientôt s'installer en tant que praticienne naturopathe et pourra vous conseiller. Je laisse ses coordonnées dans la description. Sinon, allez voir sur alsacenaturo.com. Pour toutes les personnes intéressées par nos formations, nos stages à la carte ou les cursus complets, sachez que nous démarrons donc un cycle là en septembre 2022 avec des débuts consacrés à la naturopathie, les bases, les cures, tous les principes du vitalisme, de l'hygiénisme, mais toujours associés à des connaissances modernes, scientifiques. Et en novembre et décembre, bien sûr, si vous souhaitez vous intéresser au décodage biologique des maladies, à l'approche psycho-émotionnelle des maladies, psychogénéalogiques, un petit peu comme vous voyez à travers toutes nos conférences, sachez que c'est aussi à la portée de tous et que je le propose à travers 2 stages de base dans un premier temps et vous verrez que ça peut révolutionner votre vie. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à nous contacter sur alsacenaturo.com. C'était Jean-Brice Thivan.